Aux abords d'un paisible lac, une mystérieuse affaire de double homicide oblige un enquêteur débutant à faire appel à une médium. C'était très brutal. J'ai senti qu'il était vraiment enragé. Un jeune homme est porté disparu. La scène du crime suggère qu'il y a eu meurtre. Et une médium cherche les réponses aux nombreuses questions des enquêteurs. Il n'y a qu'une hypothèse exacte, et c'est celle-là que je cherche à visualiser. Lorsque les indices sont rares et que les enquêteurs ne trouvent pas de réponse satisfaisante, ils ont parfois recours aux témoins de l'étrange. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Sur les bords de Clear Lake, nichée dans les collines du nord de la Californie, se trouve la petite ville de Nice. Honey, you finished with the email yet? Not yet, not yet. Got 2 or 3 more lines to do. Donald et Mary Ann Dovardo coulent ici une retraite paisible après avoir élevé leurs enfants au sud de la Californie. Maintenant que ces derniers ont grandi et fondé une famille à leur tour, le couple s'est installé dans ce petit coin de paradis. Ils étaient casaniers et avaient des horaires réguliers. Chris Carlisle, enquêteur à Lake County. C'étaient des gens très tranquilles, très amicaux envers leurs voisins. Ils étaient du genre à offrir des desserts aux nouveaux arrivants du quartier. Le 6 avril 1999, Janet Dovardo et son jeune frère Jeff arrivent à Nice pour passer quelques jours avec leurs parents. J'avais prévu ce voyage depuis plusieurs mois. Nous devions fêter l'anniversaire de mon père pendant mon séjour. Sur la route qui les conduit de l'aéroport à la maison de leurs parents, Janet et Jeff échangent des nouvelles. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. On a parlé de notre boulot, de nos enfants et de notre souhait que nos parents viennent s'installer plus près de la civilisation. À leur arrivée, Janet et Jeff tombent brusquement en plein cauchemar. J'arrive dans la rue, face à l'allée qui conduit chez mes parents, et je vois des policiers partout et le quartier entièrement bouclé. Et je me mets à crier, « C'est la maison de mes parents, qu'est-ce qui se passe ?» Un peu plus tôt ce jour-là, un voisin, inquiet de ne pas avoir vu le couple depuis une semaine, est venu aux nouvelles. D'habitude, les Dovardo le préviennent toujours quand ils doivent s'absenter, afin qu'il surveille la maison et prenne le courrier. En essayant d'entrer par la porte arrière, il constate qu'elle n'est pas verrouillée. Quelque chose ne tourne pas rond. Mary Ann Dovardo gît sur le sol, morte. Un peu plus tard, la police découvre le corps de Donald. Corey Paulich, enquêteur en chef au bureau du shérif de Lake County. Je me suis présenté à Janet et Jeff et je leur ai dit qu'on avait retrouvé dans la maison 2 personnes âgées qui avaient été tuées. C'est comme si ma vision périphérique s'était bloquée. Je ne pouvais voir que ce qui se passait devant moi et c'était insensé. Jeff s'est alors affaissé sur lui-même, comme s'il avait perdu l'équilibre et qu'il allait tomber. Il a alors semblé submergé par l'émotion et il pleurait. Dans la maison, les enquêteurs font leur première constatation. Les 2 victimes ont été sauvagement tuées à coups de couteau.
Marianne DeVardo gisait face contre terre dans le séjour. Elle portait d'énormes blessures au cou et à la gorge. Donald DeVardo a été découvert dans la buanderie. Il avait de profondes entailles aux bras, aux mains et aux doigts. C'était visiblement des blessures qu'il avait reçues en se défendant contre son agresseur. La maison a été mise à sac. De prime abord, le motif semblait être le vol, mais en y regardant de plus près, des objets qui auraient dû être dérobés étaient toujours là. J'ai commencé à soupçonner une mise en scène. Il n'y a pratiquement pas d'indices. Pas de traces d'effraction. Pas d'empreinte digitale inconnue. Seulement un torchon de cuisine taché de rouge. Il avait été mouillé, puis essoré, et il était taché. On l'a recueilli en pensant qu'il s'agissait de taches de sang et qu'il constituait une pièce à conviction à faire analyser. Les enquêteurs découvrent aussi une pendule dont les aiguilles sont arrêtées à 10h25, l'heure supposée du crime. Nous avons fouillé leur ordinateur et découvert qu'il avait été utilisé pour la dernière fois à 7h30 le matin du 31 mars. Ils avaient l'habitude de prendre leur courrier électronique vers 11h ou midi, et ils ne l'avaient pas fait le 31. Donc, on a présumé que le meurtre avait été commis ce jour-là. Ce double meurtre intrigue les policiers et plonge la famille dans l'affliction. Voici Janet DeVardo, la fille des victimes. On en a appris davantage sur la violence des coups infligés à mes parents, le nombre et la localisation des coups de couteau. C'était horrible. Même s'ils avaient reçu des soins médicaux immédiatement, ils n'auraient pas survécu à leurs blessures. Les enquêteurs Chris Carlisle et Corey Polich tentent d'interpréter les indices. Il y a eu beaucoup d'études sur la localisation des coups de couteau. Quand ils sont concentrés autour du visage et du front, c'est que l'agresseur veut que la victime voie son visage. Comme pour lui dire « c'est bien moi et je suis en train de te tuer ». On a commencé à interroger les proches. Mais tous ont un alibi. Les enquêteurs ont du mal à comprendre qui pourrait en vouloir à ce vieux couple. La pression monte autour de l'enquête. C'était ma première affaire. J'éprouvais une certaine anxiété. Je n'endormais plus la nuit. L'enquête durait depuis un mois. Et on n'avait pratiquement aucune information. Pas de preuves. Et on était à court de pistes. Je n'aime pas les enquêtes non résolues. Mais un appel téléphonique va changer le cours des événements. La sœur de Donald informe les policiers que son neveu Jeff en sait peut-être plus qu'il ne le dit. Elle explique que plusieurs mois avant le double homicide, Jeff est venu les voir, son mari et elle, avec une curieuse requête. Il voulait leur emprunter 50 000 $. L'oncle et la tante de Jeff avaient beaucoup d'argent et Jeff le savait. Il leur a demandé de lui prêter 50 000 $. La raison de ce prêt est plus étrange encore. Jeff affirme qu'il est impliqué dans une mission clandestine auprès de la CIA. Il a infiltré un réseau de trafiquants d'armes avec qui il fait du troc de diamants et autres matières rares. Mais en 1998, il a eu un gros problème. Il s'est trouvé à court de 20 000 $ qui avaient disparu quelque part. Il les avait remboursés, mais il lui manquait 50 000 $ pour compléter la somme. Et s'il ne payait pas, ces gens-là allaient le tuer. L'oncle et la tante de Jeff ne croient pas à cette histoire à dormir debout. Ils refusent de lui prêter l'argent. Jeff se tourne alors vers ses parents. Papa et maman, qui aimaient leur fils et voulaient le protéger, lui ont prêté l'argent. La première chose qu'on a cherché à savoir, c'est pourquoi il voulait cet argent. Nous n'avions pas suffisamment d'éléments pour être autorisés à perquisitionner dans ces dossiers. On a donc essayé de l'amener à coopérer le plus possible. On s'est débrouillé pour lui réclamer des documents sans qu'il se doute qu'on enquêtait sur lui.
Les enquêteurs envoient à Janet DeVardo et à son frère des formulaires de demande d'informations exhaustifs allant de leur compte bancaire à des questions d'ordre personnel. Janet DeVardo a rempli et m'a renvoyé ces formulaires. Jeff, en revanche, m'a appelé plusieurs fois pour me demander pourquoi on voulait savoir ceci ou cela. Et quand il les a renvoyés, il avait rayé tout ce qui concernait sa situation financière ou ses comptes bancaires. Ça a renforcé nos soupçons à son égard. On a alors voulu en savoir plus sur sa personnalité, ses amis, son travail. Et on a commencé à se renseigner sur lui. Jeff travaille dans une entreprise d'ingénierie. En questionnant ses collègues, les enquêteurs obtiennent des opinions mitigées. Certains le décrivent comme un homme chaleureux et cordial qui parle souvent avec affection de ses 2 fils adoptifs. D'autres évoquent son dévouement pour sa petite fille atteinte d'un cancer. Les enquêteurs se demandent s'ils ne font pas fausse route. À un détail près. C'était un menteur pathologique. Jeff n'a pas d'enfant adoptif et sa fille n'est pas malade. Il mentait à propos de sa fille, il mentait à propos de la CIA ou de l'agence gouvernementale pour laquelle il prétendait travailler et à propos de ses fils adoptifs. Jeff apparaissait comme le suspect numéro 1 dans cette affaire. On a fini par le convoquer pour le faire passer au détecteur de mensonges. Êtes-vous impliqué dans la mort de vos parents? Avez-vous tué vos parents? Il a répondu à toutes ces questions et le test donnait des résultats mensongers à 99,9%. Il mentait. Les enquêteurs lui font part de leurs soupçons. Il ne le croit pas. Quand on l'a accusé d'avoir tué ses parents, il a dit « Je n'ai pas tué de parents ». Il n'a pas dit « Je n'ai pas tué mes parents », mais « Je n'ai pas tué 2 parents », ce qui semblait indiquer du ressentiment à leur égard. L'opérateur du détecteur de mensonges l'a remarqué immédiatement. Il ne se conduisait pas comme un fils éploré qui veut aider les enquêteurs, mais comme un suspect, un homme qui avait tué ses parents. Mais Jeff DeVardo a un alibi. L'entreprise où il travaille est équipée d'un dispositif de sécurité. Les employés doivent utiliser une clé électronique pour entrer et sortir du bureau. À chaque réunion, ils doivent également signer une feuille de présence. Or, le jour du double meurtre, la signature de Jeff figure au registre. Peut-être a-t-il pris l'avion pour Nice après la réunion. Les enquêteurs épluchent les listes de passagers des compagnies aériennes, mais ne trouvent rien. Ils sont dans l'impasse. Tout le désignait comme l'auteur, mais on ne disposait pas d'indices ou d'éléments suffisants pour aller plus loin. On était allé au bout de ce qu'on pouvait faire et on était à court de pistes. Une seule personne est en mesure de les sortir de l'impasse. J'ai appelé Carl Stein, qui était enquêteur chez nous. Il m'a parlé d'une médium qu'il avait aidée dans une précédente affaire. Il avait une grande confiance en elle et il me la recommandait. Corey m'a dit qu'il allait voir cette médium. Nous avions déjà abordé ce sujet dans le passé et pour ma part, je n'y crois pas. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Vous savez, je suis sceptique à l'égard des médiums, comme la plupart des gens. Mais je n'avais rien à perdre. Plus d'1 mois après le double meurtre, l'enquêteur Paulich, accompagné de Carl Stein, s'envole pour la Californie où il doit aller voir Kay Ray. Stein m'a appelé et m'a demandé ma collaboration parce que j'avais déjà travaillé avec lui sur d'autres affaires. Je lui ai dit plusieurs fois, « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir dès le début? J'aurais pu vous aider tout de suite. » Certaines médiums ont besoin de toucher un vêtement ou un objet ayant appartenu à la victime, ou de regarder des photos. Kay ne travaille pas comme ça. Elle voit des choses, comme un film qui se déroule dans sa tête, ou des flashs qu'elle reçoit. Et elle pose des questions. Ils me disent ce qu'ils savent, puis je leur dis ce que je sais. Et on rassemble le tout pour voir ce que ça donne. C'est un peu comme reconstruire un puzzle ensemble. It's about money. It's about money.
J'ai visualisé la mère et le père morts. Ils se trouvaient dans des pièces différentes. L'agression était d'une grande brutalité. Je sentais toute sa fureur. Kay se focalise immédiatement sur Jeff, le fils de Dovardo. Ils m'ont donné la liste des enfants et le fils m'a immédiatement sauté aux yeux. Il leur avait menti. Quand elle tente de visualiser où se trouve le couteau, elle ne voit que de l'eau. Il y a un grand lac dans notre comté. L'autoroute longe le lac, près de leur maison. C'est l'endroit parfait pour faire disparaître des pièces à conviction. Kay a une autre vision. Elle voit des flammes. J'ai l'habitude d'essayer de visualiser ce qu'il est advenu de l'arme et s'il y a une trace sur les vêtements susceptibles de trahir le tueur. Mais là, c'était impossible parce qu'il les avait brûlés. Mais Kay n'a pas encore fait sa révélation majeure. Très souvent, quand ils me disent quelque chose qu'ils savent, j'ai l'intuition que ça ne s'est pas passé comme ça. En avril 1999, une famille de Californie est anéantie par la mort de Donald et Mary Ann Dovardo, sauvagement assassinés à coups de couteau. La police soupçonne fortement leur fils Jeff. La médium Kay Ray est du même avis. Mais le suspect a un alibi solide. Il avait signé sa feuille de présence au travail ce jour-là. Je me suis dit, mais non. Au moment du double homicide, la signature de Jeff atteste de sa présence à une réunion de travail. S'il est bien l'assassin de ses parents, il n'a eu que quelques heures pour commettre son crime. Il voulait vérifier auprès des compagnies aériennes car il ne voyait pas comment Jeff aurait pu se déplacer aussi rapidement. Mais Kay ne pense pas qu'il a pris l'avion. Elle voit autre chose. Il y était allé en voiture, mais il ne s'était pas garé devant la maison pour ne pas se faire repérer. Il faut 14 heures de route pour faire l'aller-retour. Si Jeff était à son travail, cela lui aurait été matériellement impossible. Mais peut-être a-t-il trouvé le moyen de s'absenter. J'avais l'intuition qu'il fallait chercher du côté de la voiture. Elle voyait un véhicule qui n'appartenait pas à Jeff. Elle nous a dit qu'elle voyait aussi un document relatif à cette voiture dans le coffre à gants. J'avais l'intuition qu'il avait loué une voiture. Mais faute d'éléments suffisants, les enquêteurs ne peuvent obtenir de mandat pour vérifier les fichiers des loueurs de voitures. Jeff a pris un avocat et refuse de parler aux policiers. Mais Paulich et Carlyle n'entendent pas baisser les bras. On avait peur de ne pas pouvoir résoudre cette affaire. Corey et moi ne voulions pas abandonner, alors on a beaucoup pris sur notre temps libre. On n'a jamais laissé tomber. On voulait absolument aller au bout de cette enquête. On savait qu'on pouvait élucider l'affaire, et c'est pour ça qu'on y a mis tous nos efforts. Leur persévérance est enfin récompensée. Après un délai de près de 2 ans, les tests d'ADN pratiqués sur le torchon retrouvé dans la salle de bain des Dovardo incriminent leur fils Jeff. Les enquêteurs obtiennent alors un mandat pour examiner les comptes de Jeff. Ils découvrent que celui-ci a loué une voiture la veille du double meurtre. Il avait parcouru près de 1900 km en 2 jours, alors qu'il était censé être à son travail. Cela correspondait à la distance jusqu'à Nice, aller-retour. Les enquêteurs sont convaincus que Jeff n'est pas allé à son travail ce jour-là, mais qu'il s'est rendu chez ses parents. Le fils avait loué une voiture et roulé jusqu'à Los Angeles pour leur réclamer à nouveau de l'argent, ainsi qu'un délai pour rembourser ce qu'il leur avait déjà emprunté. Yeah. How you doing? Pretty good. Good, good. Hey, Mom. Listen, guys, I stopped by to talk to you about the loan. Je suppose qu'il s'est mis en colère quand ils lui ont dit non, et il les a assassinés tous les deux.
Il a attendu le moment où ils seraient séparés. Il a tué sa mère. Il savait que son père était allé chercher des bûches et qu'il rentrerait par la porte de la buanderie. Il les massacre sauvagement. Puis, il saccage les lieux pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Le lac étant tout près, il n'a aucun mal à y jeter l'arme du crime. C'est un lac aux eaux très sombres, et à moins de savoir exactement où chercher, il n'y a aucune chance de la retrouver. À Los Angeles, Jeff a réussi à cacher son absence. Il n'a pas dû lui falloir plus de 10 secondes pour trouver la feuille de présence, la signer et s'en aller. C'est un meurtre odieusement prémédité. C'est ce que je trouve le plus terrible. Ces deux parents se sont littéralement vus assassinés par leur propre fils. Jeff est arrêté le 23 janvier 2001. Un jury le déclare coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Les policiers sont reconnaissants à Kay Ray de l'aide qu'elle leur a apportée. J'ai le sentiment que Kay possède un don particulier. Et si elle peut nous apporter un petit coup de pouce qui nous permet de faire avancer l'enquête, c'est tant mieux. Jeff Dovardo purge actuellement une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il est là où il doit être. À un moment donné, je me suis dit qu'il ne fallait pas qu'on s'enferme dans l'amertume ou la colère. Ce serait la pire façon d'honorer la mémoire de mes parents. Ce que je désire le plus au monde, c'est qu'ils me regardent droit dans les yeux et me disent « Je l'ai fait. C'est la pire chose que j'ai jamais faite. Je le regrette infiniment. Je te demande pardon. C'est ce que je souhaite plus que tout. » Janet Dovardo et sa famille ont subi une tragédie atroce. En Ohio, une autre famille est aux prises avec un drame tout aussi inimaginable. Xenia, en Ohio, décembre 1992. Greg Turner, 23 ans, est au sommet de sa forme physique. Pendant des années, il s'est entraîné dans l'espoir de servir son pays en intégrant le corps des Marines. Mais en raison de sa mauvaise vue et d'une ouïe déficiente, il n'a pu entrer dans cette unité d'élite. Mais Greg a surmonté cette déception. Il vit entouré de l'amour de son père et de sa petite amie qu'il compte épouser bientôt. Un avenir plein de promesses s'ouvre devant Greg Turner. Le matin du 3 décembre, une résidente de l'immeuble où habite Greg appelle la police. Elle pense que quelqu'un a tué un cerf sur l'aire de stationnement. Il y a du sang partout. Dan Savage, du service des homicides, est appelé sur les lieux. J'ai commencé à regarder et j'ai trouvé des cheveux, des lambeaux de chair et autres matières qui ne pouvaient pas provenir d'un cerf. Dan Donahue est chargé de l'enquête. On a retrouvé des verres de lunettes cassés. Et en examinant la scène de plus près, on a découvert de petits fragments d'os qui semblaient provenir d'un crâne.
ainsi qu'une petite pile, comme celle qui équipe les prothèses auditives. Il est arrivé quelque chose d'horrible. Dès ce moment-là, on a supposé que la victime était morte. Il est impossible de survivre à ce type de blessure. Mais qui est la victime? On a fait le tour des résidents de l'immeuble pour voir s'il manquait quelqu'un. C'est ainsi qu'on a appris que Greg Turner, qui habitait avec son père, était absent. Sa voiture était dans la rue, à l'endroit où il la garait habituellement en rentrant chez lui le soir. Puis son père nous a dit que Greg portait des lunettes et une prothèse auditive. À ce moment-là, nous étions pratiquement sûrs que la victime était Greg Turner. Le père de Greg n'en croit pas ses oreilles. Ce n'est pas mon fils, a-t-il dit. Est-ce qu'il est mort? On n'avait pas d'échantillon de sang de son fils pour le comparer à celui de la scène de crime. Donc on n'était pas sûr à 100% que c'était bien son fils. Greg était l'unique résident qui manquait à l'appel. Mais son père, comme tout père en pareil cas, espérait qu'on le retrouverait sain et sauf. Malheureusement, les enquêteurs savent déjà que cette affaire ne peut trouver une issue heureuse. Il faut néanmoins rendre justice à la victime et apporter des réponses à la famille. Il faudra l'aide d'une femme médium pour faire avancer l'enquête. On peut multiplier les hypothèses sur ce qui a pu se passer sur une scène de crime. Mais il n'y en a qu'une qui est bonne, et c'est celle-là qui m'intéresse. Les policiers de Xenia, en Ohio, pensent que Greg Turner a été assassiné. Mais ils n'ont aucun corps. La mère de Greg, Sandra Corona, ne veut pas perdre espoir. Dans mon cœur, je n'avais pas le sentiment qu'il était mort. Je me disais qu'il était peut-être gravement blessé, que quelqu'un quelque part prenait soin de lui. Bref, je me répétais qu'il allait s'en sortir. Il fallait qu'il s'en sorte. Selon l'enquêteur Dan Savage, Greg connaissait probablement le tueur. Si c'est un cambrioleur, il ne va pas emporter le corps. Il va voler sa victime, peut-être l'assommer et puis prendre la fuite. Là, le meurtrier s'est acharné. Il y avait de la haine personnelle. Les enquêteurs interrogent la petite amie de Greg. Celle-ci leur parle alors de son ex-petite amie. On a appris ce jour-là qu'elle avait un ex-petit ami, James Keel. Mais elle nous a dit que Greg et lui s'entendaient bien et qu'il n'y avait aucun problème entre eux. Mais un autre témoignage vient toutefois contredire ces affirmations. Quelqu'un nous a dit que James Keel avait un problème avec son ex-petite amie. C'est la première fois qu'on a eu vent de cela. On a donc interrogé M. Keel. Quand je me suis mis à discuter avec lui, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Un tueur ne s'acharne sur sa victime que s'il a une bonne raison de le faire. Hors de tous les gens que j'avais interrogés, cet homme assis en face de moi était le seul à avoir un mobile. J'ai donc commencé à m'intéresser à lui pour essayer d'en savoir un peu plus long à son sujet. Il n'y avait pas grand-chose. Sauf qu'il était fasciné par cette jeune femme et qu'elle l'avait quitté pour Greg. Instinctivement, Dan Savage sent qu'il tient le coupable, mais il a besoin de preuves. Un collègue lui suggère d'appeler la médium Carol Kirkpatrick.
Je lui ai dit, j'ai besoin d'un coup de main. On m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. C'est nouveau pour moi, mais voyons ce qu'on peut trouver. Carol a le pouvoir d'interpréter les situations en écoutant la voix d'une personne. Elle pose donc à Savage une question banale pour distraire son esprit. Elle m'a dit, quel temps il fait chez vous aujourd'hui? J'ai répondu un temps nuageux, froid et venteux. Puis elle a dit, vous avez affaire à un triangle amoureux. J'ai senti de la jalousie qui provoquait de la détresse et des problèmes. Cela colle avec l'hypothèse de Savage. Mais Carol a ensuite une vision à laquelle il ne s'attend pas. J'ai senti qu'on lui avait tiré dessus. Rien sur la scène de crime ne laissait supposer que le tueur s'était servi d'une arme à feu. Il n'y avait pas de cartouche vide, pas de projection de sang, rien de ce genre. Je n'ai pas réfuté cette hypothèse, car je prends toutes les hypothèses au sérieux, mais j'étais sceptique. J'ai dit, après lui avoir tiré dessus, le tueur l'a mis dans sa camionnette et il est parti par les routes 72 et 42. Elle a dit, j'entends de l'eau couler. Je vois une tombe peu profonde. Il y a du bois autour. Je vois une clôture en bois. J'ai visualisé John Bryan Park. John Bryan Park se trouve dans le quartier où vivait James. En fait, il habitait juste en face. Je lui ai dit aussi qu'il y avait une voiture bleue en rapport avec le meurtre. Elle a dit, elle ressemble à une coccinelle. Ce n'est pas une Volkswagen, mais il y a quelque chose de rond dans le coffre. Et elle a ajouté, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Savage se met au travail. J'ai de nouveau convoqué James pour un interrogatoire. Je lui ai demandé ce qu'il avait comme voiture. Il a répondu qu'il possédait une petite voiture rouge. Mais en raison d'un accident récent, il conduit en ce moment la voiture de sa mère. J'ai dit d'accord. De quelle couleur est-elle? Bleue. Carol a vu une voiture bleue avec quelque chose d'important dans le coffre. Je me suis dit, super. Allons-y, vérifions une fois pour toutes, voyons ça de plus près. Alors j'ai examiné le véhicule. Je lui ai dit, ça ne vous dérange pas d'ouvrir le coffre, je peux y jeter un coup d'œil? Alors il ouvre le coffre et je vois une petite goutte de sang de la taille d'une gomme au bout d'un crayon. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça semblait logique. Il a dit que ça venait peut-être des hamburgers ou de la viande. J'ai appelé un de nos techniciens. Il a prélevé un échantillon et les premières analyses ont révélé que c'était le sang de Greg. Pour Savage, le suspect numéro 1 est James Keel. Il consulte de nouveau la médium Carol Kirkpatrick. Dan Savage m'a confié qu'il craignait de l'arrêter. Si par hasard ce n'était pas lui le coupable, sa vie allait être gâchée. Moi, j'étais absolument sûre qu'il était coupable. J'ai dit à Dan, vous devriez retourner l'interroger. Dan Savage interroge de nouveau Keel tout en observant ses réactions pendant que les policiers fouillent sa maison. Nous voulions le mettre dans une situation de stress, lui faire savoir que nous étions là, que nous cherchions des éléments et voir si son comportement changeait. Did it bother you that Greg was dating your ex? No, not all that much. I mean, it's just, she was no longer interested in me, so I said, well, hey, man, go for it. And he's like, sure. So, I did. Il n'a pratiquement pas bronché, il est resté très calme.
La fouille ne donne rien. Le lendemain, Keel se soumet au détecteur de mensonges. Le résultat était peu concluant. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas déterminer si le sujet ment ou s'il dit la vérité. Il cache peut-être quelque chose, mais ça ne suffit pas à conclure catégoriquement qu'il ment. Et Keel s'engage à se soumettre à un nouvel examen 10 jours plus tard. Pendant ce temps, Savage demande à la médium Carol Kirkpatrick de venir à Xenia. Il espère qu'en étant sur place, elle pourra le conduire jusqu'au corps de Greg. Carol guide l'enquêteur le long de la route que, selon elle, le tueur aurait empruntée après le meurtre. Et elle m'a guidé jusqu'à la zone de Clifton, c'est-à-dire là où se trouvait John Bryant Park et où habitait James. Dans ses visions antérieures, Carol a vu un cours d'eau. Nous avons sillonné beaucoup de routes dans tous les sens, jusqu'à ce que je retrouve le son que j'avais entendu dans ma tête. Carol conduit Savage jusqu'à la rue où habite James Keel. Elle ne m'a pas simplement guidé jusqu'à cette zone, elle m'a conduit jusqu'à environ 100 mètres de chez James. C'était excellent. Et j'ai dit, chaque fois que nous contournons ce pâté de maison, j'ai l'impression de contourner son corps. Ça m'a conforté parce qu'elle m'apportait la confirmation que j'étais sur la bonne piste, alors que personne ne lui avait donné l'information. Savage garde le suspect à l'œil. Chaque fois que je rentrais de mon travail ou de quelque part, je m'arrangeais pour le croiser, histoire qu'il sache bien que j'étais toujours là. Et un jour, par hasard, nous nous sommes retrouvés côte à côte à un stop. Je me suis penché et je lui ai fait signe. « Bonjour, je suis là. » Il n'était pas très réceptif. On voyait bien que ça l'embêtait de me trouver sans cesse sur son chemin. Il est parti de son côté, moi du mien. L'ironie, c'est que c'était la veille du jour où il devait repasser le test du détecteur de mensonges. Pour Keel, la pression devient insupportable. Le lendemain, il ne se présente pas au rendez-vous. Il est introuvable. Je savais qu'on tenait quelque chose parce qu'il s'est défilé. Ça ne me dérangeait pas trop, parce que ça signifiait que pour lui, c'était le début de la fin. Et j'étais content. Nul ne sait où est parti Keel. Mais d'une façon ou d'une autre, les policiers doivent le retrouver. Le suspect James Keel est en fuite. En interrogeant ses parents, l'enquêteur Dan Savage prend un pari risqué. Sa mère était le genre de personne qui croyait aux médiums. Ma démarche était plutôt osée parce qu'elle aurait pu mal tourner. Je lui ai dit, nous avons consulté une médium et elle est sûre que James est impliqué. À ce moment-là, je me dis que les parents vont forcément commencer à se demander « Qu'a fait notre fils ?» La mère plus que le père. Elle m'a dit « Je veux vous montrer quelque chose. » Elle lui montre 2 amas de bûches empilés dans la cour. Et elle me dit « C'est moi qui les ai empilés, mais je n'avais pas disposé ce tas comme ça. Quelqu'un y a touché. » Savage se souvient des visions de Carol Kirkpatrick. J'étais là, j'entendais l'eau, je voyais la clôture, le bois coupé. Et je me disais que c'était peut-être ce qu'elle avait vu. C'était frappant. J'ai appelé Dan et je lui ai dit « Où es-tu? Rejoins-moi ici. »
On a déplacé le tas de bûches, on a commencé à creuser le sol. Et à une dizaine de centimètres de profondeur, on est tombé sur de la toile de jean. Il l'a un peu tâté pour voir si ce n'était pas juste un morceau de tissu. Et il a dit, c'est bon, on arrête. On a trouvé Greg. Les enquêteurs ont peine à croire que Keel ait pu demeurer imperturbable pendant qu'il fouillait sa chambre. Le plus ironique, c'est que pendant tout le temps où je l'avais interrogé dans sa chambre et où il affirmait ignorer où était Greg, le corps était enterré à moins de 4 mètres. Ensuite, on a essayé de savoir où se trouvait James. Les parents disaient qu'ils avaient de la famille en Californie et qu'il était peut-être là-bas. J'ai demandé à un des enquêteurs d'aller à la gare du Greyhound. Là, il a eu la confirmation que quelqu'un avait acheté un billet pour cette destination. Les enquêteurs vont tenter d'intercepter Keel à l'arrêt de Las Vegas. Je suis allé sur place pour rencontrer mes collègues de Las Vegas. Ils ont détaché 2 enquêteurs qui m'ont accompagné à la station d'autobus. Ils ont enfilé des vestes de la compagnie Greyhound, ont pris des balais et ont fait semblant de balayer. Dès que James a posé le pied par terre, ils l'ont capturé, menotté et mis en état d'arrestation. Et c'est tout. Keel finit par avouer qu'il est bien le meurtrier. Jaloux de la liaison de son ex-petite amie avec Greg, il avait affronté à ce sujet. Malgré l'absence de tout indice balistique, Carol a toujours soutenu que Greg avait été tué par balle. On a appris qu'il lui avait bien tiré dessus. À l'autopsie, on a découvert une balle de calibre 22. Il lui avait tiré dans le ventre. Voyant que la balle n'a pas suffi à tuer Greg, Keel l'a achevé avec une hachette. Il a ensuite transporté le corps en voiture par les routes 72 et 42, tout comme l'a affirmé Carol, puis l'a enterré sous l'amas de bûches. Carol a vu une voiture bleue. Et la goutte de sang découverte par les enquêteurs se trouvait bien dans une voiture bleue. Les enquêteurs ont compris pourquoi. Greg ne s'est jamais trouvé dans le coffre de cette voiture. Il n'y avait aucune raison que son sang se retrouve là. Sauf qu'en nettoyant la voiture où il avait transporté le corps de Greg, James avait enlevé sa boule de bowling sur laquelle du sang avait coulé. Et cela avait laissé des traces dans la voiture bleue. Accusé du meurtre de Greg Turner, James Keel plaide coupable. Il écope d'une peine allant de 20 ans à la prison à vie. Voici la mère de Greg, Sandra Corona. Je me suis sentie très seule et anéantie. Je ne comprenais pas que quiconque puisse vouloir tuer mon fils. Mais je voulais faire quelque chose pour préserver et honorer sa mémoire. J'ai commencé à écrire sur les petites choses qu'il faisait. Il savait que j'aimais les roses et que ma couleur préférée est le jaune. Une année, son père et lui sont allés m'acheter un rosier. Au moment où il me l'a offert, j'ai vu qu'il avait les mains tout écorchées. Je lui ai dit, « Mon chéri, qu'est-il arrivé à tes mains ?» Il m'a dit, « Il y avait des épines et je ne voulais pas que tu te blesses. » Il avait donc enlevé toutes les épines pour que je ne me blesse pas. Mais ses petites mains étaient toutes écorchées. C'est le thème du premier poème que je lui ai dédié, Rose jaune. Un père et une mère aimants, assassinés par leur propre fils. Un jeune homme enlevé à l'amour des siens.
pour chaque vie arrachée. Des enquêteurs dévoués et des médiums de talent ont collaboré afin de rendre justice à des familles endeuillées. L'autoroute longe le lac, près de leur maison. C'est l'endroit parfait pour faire disparaître des pièces à conviction. Kay a une autre vision. Elle voit des flammes. J'ai l'habitude d'essayer de visualiser ce qu'il est advenu de l'arme et s'il y a une trace sur les vêtements susceptibles de trahir le tueur. Mais là, c'était impossible parce qu'il les avait brûlés. Mais Kay n'a pas encore fait sa révélation majeure. Très souvent, quand ils me disent quelque chose qu'ils savent, j'ai l'intuition que ça ne s'est pas passé comme ça. En avril 1999, une famille de Californie est anéantie par la mort de Donald et Mary Ann DeVardo, sauvagement assassinés à coups de couteau. La police soupçonne fortement leur fils Jeff. La médium Kay Ray est du même avis. Mais le suspect a un alibi solide. Il avait signé sa feuille de présence au travail ce jour-là. Je me suis dit, mais non. Au moment du double homicide, la signature de Jeff atteste de sa présence à une réunion de travail. S'il est bien l'assassin de ses parents, il n'a eu que quelques heures pour commettre son crime. Il voulait vérifier auprès des compagnies aériennes car il ne voyait pas comment Jeff aurait pu se déplacer aussi rapidement. Mais Kay ne pense pas qu'il a pris l'avion. Elle voit autre chose. Il y était allé en voiture, mais il ne s'était pas garé devant la maison pour ne pas se faire repérer. Il faut 14 heures de route pour faire l'aller-retour. Si Jeff était à son travail, cela lui aurait été matériellement impossible. Mais peut-être a-t-il trouvé le moyen de s'absenter. J'avais l'intuition qu'il fallait chercher du côté de la voiture. Elle voyait un véhicule qui n'appartenait pas à Jeff. Elle nous a dit qu'elle voyait aussi un document relatif à cette voiture dans le coffre à gants. J'avais l'intuition qu'il avait loué une voiture. Mais faute d'éléments suffisants, les enquêteurs ne peuvent obtenir de mandat pour vérifier les fichiers des loueurs de voitures. Jeff a pris un avocat et refuse de parler aux policiers. Mais Paulich et Carlyle n'entendent pas baisser les bras. On avait peur de ne pas pouvoir résoudre cette affaire. Corey et moi ne voulions pas abandonner, alors on a beaucoup pris sur notre temps libre. On n'a jamais laissé tomber. On voulait absolument aller au bout de cette enquête. On savait qu'on pouvait élucider l'affaire, et c'est pour ça qu'on y a mis tous nos efforts. Leur persévérance est enfin récompensée. Après un délai de près de 2 ans, les tests d'ADN pratiqués sur le torchon retrouvé dans la salle de bain des DeVardo incriminent leur fils Jeff. Les enquêteurs obtiennent alors un mandat pour examiner les comptes de Jeff. Ils découvrent que celui-ci a loué une voiture la veille du double meurtre. Il avait parcouru près de 1900 km en 2 jours, alors qu'il était censé être à son travail. Cela correspondait à la distance jusqu'à Nice, aller-retour. Les enquêteurs sont convaincus que Jeff n'est pas allé à son travail ce jour-là, mais qu'il s'est rendu chez ses parents.
Le fils avait loué une voiture et roulé jusqu'à Los Angeles pour leur réclamer à nouveau de l'argent, ainsi qu'un délai pour rembourser ce qu'il leur avait déjà emprunté. Yeah. How you doing? Pretty good. Good, good. Hey, Mom. Listen, guys, I stopped by to talk to you about the loan. Je suppose qu'il s'est mis en colère quand ils lui ont dit non et il les a assassinés tous les deux. Il a attendu le moment où ils seraient séparés. Il a tué sa mère. Il savait que son père était allé chercher des bûches et qu'il rentrerait par la porte de la buanderie. Il les massacre sauvagement. Puis, il saccage les lieux pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Le lac étant tout près, il n'a aucun mal à y jeter l'arme du crime. C'est un lac aux eaux très sombres, et à moins de savoir exactement où chercher, il n'y a aucune chance de la retrouver. À Los Angeles, Jeff a réussi à cacher son absence. Il n'a pas dû lui falloir plus de 10 secondes pour trouver la feuille de présence, la signer et s'en aller. C'est un meurtre odieusement prémédité. C'est ce que je trouve le plus terrible. Ces deux parents se sont littéralement vus assassinés par leur propre fils. Jeff est arrêté le 23 janvier 2001. Un jury le déclare coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Les policiers sont reconnaissants à Kay Ray de l'aide qu'elle leur a apportée. J'ai le sentiment que Kay possède un don particulier. Et si elle peut nous apporter un petit coup de pouce qui nous permet de faire avancer l'enquête, c'est tant mieux. Jeff DeVardo purge actuellement une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il est là où il doit être. À un moment donné, je me suis dit qu'il ne fallait pas qu'on s'enferme dans l'amertume ou la colère. Ce serait la pire façon d'honorer la mémoire de mes parents. Ce que je désire le plus au monde, c'est qu'ils me regardent droit dans les yeux et me disent « Je l'ai fait. C'est la pire chose que j'ai jamais faite. Je le regrette infiniment. Je te demande pardon. C'est ce que je souhaite plus que tout. » Janet DeVardo et sa famille ont subi une tragédie atroce. En Ohio, une autre famille est aux prises avec un drame tout aussi inimaginable. Xenia, en Ohio, décembre 1992. Greg... Aux abords d'un paisible lac, une mystérieuse affaire de double homicide oblige un enquêteur débutant à faire appel à une médium. C'était très brutal. J'ai senti qu'il était vraiment enragé. Un jeune homme est porté disparu. La scène du crime suggère qu'il y a eu meurtre. Et une médium cherche les réponses aux nombreuses questions des enquêteurs. Il n'y a qu'une hypothèse exacte, et c'est celle-là que je cherche à visualiser. Lorsque les indices sont rares et que les enquêteurs ne trouvent pas de réponse satisfaisante, ils ont parfois recours aux témoins de l'étrange.
Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Sur les bords de Clear Lake, nichée dans les collines du nord de la Californie, se trouve la petite ville de Nice. Honey, you finished with the email yet? Not yet, not yet. Got 2 or 3 more lines to do. Donald et Mary Ann Dovardo coulent ici une retraite paisible après avoir élevé leurs enfants au sud de la Californie. Maintenant que ces derniers ont grandi et fondé une famille à leur tour, le couple s'est installé dans ce petit coin de paradis. Ils étaient casaniers et avaient des horaires réguliers. Chris Carlisle, enquêteur à Lake County. C'étaient des gens très tranquilles, très amicaux envers leurs voisins. Ils étaient du genre à offrir des desserts aux nouveaux arrivants du quartier. Le 6 avril 1999, Janet Dovardo et son jeune frère Jeff arrivent à Nice pour passer quelques jours avec leurs parents. J'avais prévu ce voyage depuis plusieurs mois. Nous devions fêter l'anniversaire de mon père pendant mon séjour. Sur la route qui les conduit de l'aéroport à la maison de leurs parents, Janet et Jeff échangent des nouvelles. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. On a parlé de notre boulot, de nos enfants et de notre souhait que nos parents viennent s'installer plus près de la civilisation. À leur arrivée, Janet et Jeff tombent brusquement en plein cauchemar. J'arrive dans la rue, face à l'allée qui conduit chez mes parents, et je vois des policiers partout et le quartier entièrement bouclé. Et je me mets à crier, « C'est la maison de mes parents, qu'est-ce qui se passe ?» Un peu plus tôt ce jour-là, un voisin, inquiet de ne pas avoir vu le couple depuis une semaine, est venu aux nouvelles. D'habitude, les Dovardo le préviennent toujours quand ils doivent s'absenter, afin qu'ils surveillent la maison et prennent le courrier. En essayant d'entrer par la porte arrière, ils constatent qu'elle n'est pas verrouillée. Quelque chose ne tourne pas rond. Mary Ann Dovardo gît sur le sol, morte. Un peu plus tard, la police découvre le corps de Donald. Corey Pollich, enquêteur en chef au bureau du shérif de Lake County. Je me suis présenté à Janet et Jeff et je leur ai dit qu'on avait retrouvé dans la maison 2 personnes âgées qui avaient été tuées. C'est comme si ma vision périphérique s'était bloquée. Je ne pouvais voir que ce qui se passait devant moi et c'était insensé. Jeff s'est alors affaissé sur lui-même, comme s'il avait perdu l'équilibre et qu'il allait tomber. Il a alors semblé submergé par l'émotion et il pleurait. Dans la maison, les enquêteurs font leur première constatation. Les 2 victimes ont été sauvagement tuées à coups de couteau. Mary Ann Dovardo gisait face contre terre dans le séjour. Elle portait d'énormes blessures au cou et à la gorge. Donald Dovardo a été découvert dans la buanderie. Il avait de profondes entailles aux bras, aux mains et aux doigts. C'étaient visiblement des blessures qu'il avait reçues en se défendant contre son agresseur. La maison a été mise à sac. De prime abord, le motif semblait être le vol, mais en y regardant de plus près, des objets qui auraient dû être dérobés étaient toujours là. J'ai commencé à soupçonner une mise en scène. Il n'y a pratiquement pas d'indices. Pas de traces d'effraction. Pas d'empreinte digitale inconnue. Seulement un torchon de cuisine taché de rouge.
Il avait été mouillé, puis essoré, et il était taché. On l'a recueilli en pensant qu'il s'agissait de taches de sang et qu'il constituait une pièce à conviction à faire analyser. Les enquêteurs découvrent aussi une pendule dont les aiguilles sont arrêtées à 10h25, l'heure supposée du crime. Nous avons fouillé leur ordinateur et découvert qu'il avait été utilisé pour la dernière fois à 7h30 le matin du 31 mars. Ils avaient l'habitude de prendre leur courrier électronique vers 11h ou midi, et ils ne l'avaient pas fait le 31. Donc, on a présumé que le meurtre avait été commis ce jour-là. Ce double meurtre intrigue les policiers et plonge la famille dans l'affliction. Voici Janet Dovardo, la fille des victimes. On en a appris davantage sur la violence des coups infligés à mes parents, le nombre et la localisation des coups de couteau. C'était horrible. Même s'ils avaient reçu des soins médicaux immédiatement, ils n'auraient pas survécu à leurs blessures. Les enquêteurs Chris Carlisle et Corey Pollich tentent d'interpréter les indices. Il y a eu beaucoup d'études sur la localisation des coups de couteau. Quand ils sont concentrés autour du visage et du front, c'est que l'agresseur veut que la victime voie son visage. Comme pour lui dire c'est bien moi et je suis en train de te tuer. On a commencé à interroger les proches. Mais tous ont un alibi. Les enquêteurs ont du mal à comprendre qui pourrait en vouloir à ce vieux couple. Greg Turner, 23 ans, est au sommet de sa forme physique. Pendant des années, il s'est entraîné dans l'espoir de servir son pays en intégrant le corps des Marines. Mais en raison de sa mauvaise vue et d'une ouïe déficiente, il n'a pu entrer dans cette unité d'élite. Mais Greg a surmonté cette déception. Il vit entouré de l'amour de son père et de sa petite amie qu'il compte épouser bientôt. Un avenir plein de promesses s'ouvre devant Greg Turner. Le matin du 3 décembre, une résidente de l'immeuble où habite Greg appelle la police. Elle pense que quelqu'un a tué un cerf sur l'aire de stationnement. Il y a du sang partout. Dan Savage, du service des homicides, est appelé sur les lieux. J'ai commencé à regarder et j'ai trouvé des cheveux, des lambeaux de chair et autres matières qui ne pouvaient pas provenir d'un cerf. Dan Donahue est chargé de l'enquête. On a retrouvé des verres de lunettes cassés. Et en examinant la scène de plus près, on a découvert de petits fragments d'os qui semblaient provenir d'un crâne, ainsi qu'une petite pile, comme celle qui équipe les prothèses auditives. Il est arrivé quelque chose d'horrible. Dès ce moment-là, on a supposé que la victime était morte. Il est impossible de survivre à ce type de blessure. Mais qui est la victime? On a fait le tour des résidents de l'immeuble pour voir s'il manquait quelqu'un. C'est ainsi qu'on a appris que Greg Turner, qui habitait avec son père, était absent. Sa voiture était dans la rue, à l'endroit où il la garait habituellement en rentrant chez lui le soir. Puis son père nous a dit que Greg portait des lunettes et une prothèse auditive. À ce moment-là, nous étions pratiquement sûrs que la victime était Greg Turner. Le père de Greg n'en croit pas ses oreilles. Ce n'est pas mon fils, a-t-il dit. Est-ce qu'il est mort? On n'avait pas d'échantillon de sang de son fils pour le comparer à celui de la scène de crime. Donc on n'était pas sûr à 100% que c'était bien son fils. Greg était l'unique résident qui manquait à l'appel. Mais son père, comme tout père en pareil cas, espérait qu'on le retrouverait sain et sauf. Malheureusement, les enquêteurs savent déjà que cette affaire ne peut trouver une issue heureuse. Il faut néanmoins rendre justice à la victime et apporter des réponses à la famille.
il faudra l'aide d'une femme médium pour faire avancer l'enquête. On peut multiplier les hypothèses sur ce qui a pu se passer sur une scène de crime. Mais il n'y en a qu'une qui est bonne, et c'est celle-là qui m'intéresse. Les policiers de Xenia, en Ohio, pensent que Greg Turner a été assassiné. Mais ils n'ont aucun corps. La mère de Greg, Sandra Corona, ne veut pas perdre espoir. Dans mon cœur, je n'avais pas le sentiment qu'il était mort. Je me disais qu'il était peut-être gravement blessé, que quelqu'un quelque part prenait soin de lui. Bref, je me répétais qu'il allait s'en sortir. Il fallait qu'il s'en sorte. Selon l'enquêteur Dan Savage, Greg connaissait probablement le tueur. Si c'est un cambrioleur, il ne va pas emporter le corps. Il va voler sa victime, peut-être l'assommer et puis prendre la fuite. Là, le meurtrier s'est acharné. Il y avait de la haine personnelle. Les enquêteurs interrogent la petite amie de Greg. Celle-ci leur parle alors de son ex-petite amie. On a appris ce jour-là qu'elle avait un ex-petit ami, James Keel. Mais elle nous a dit que Greg et lui s'entendaient bien et qu'il n'y avait aucun problème entre eux. Mais un autre témoignage vient toutefois contredire ces affirmations. Quelqu'un nous a dit que James Keel avait un problème avec son ex-petite amie. C'est la première fois qu'on a eu vent de cela. On a donc interrogé M. Keel. Quand je me suis mis à discuter avec lui, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Un tueur ne s'acharne sur sa victime que s'il a une bonne raison de le faire. Hors de tous les gens que j'avais interrogés, cet homme assis en face de moi était le seul à avoir un mobile. J'ai donc commencé à m'intéresser à lui pour essayer d'en savoir un peu plus long à son sujet. Il n'y avait pas grand-chose. Sauf qu'il était fasciné par cette jeune femme et qu'elle l'avait quitté pour Greg. Instinctivement, Dan Savage sent qu'il tient le coupable, mais il a besoin de preuves. Un collègue lui suggère d'appeler la médium Carol Kirkpatrick. Je lui ai dit, j'ai besoin d'un coup de main. On m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. C'est nouveau pour moi, mais voyons ce qu'on peut trouver. Carol a le pouvoir d'interpréter les situations en écoutant la voix d'une personne. Elle pose donc à Savage une question banale pour distraire son esprit. Elle m'a dit, quel temps il fait chez vous aujourd'hui? J'ai répondu, un temps nuageux, froid et venteux. Puis elle a dit, vous avez affaire à un triangle amoureux. J'ai senti de la jalousie qui provoquait de la détresse et des problèmes. Cela colle avec l'hypothèse de Savage. Mais Carol a ensuite une vision à laquelle il ne s'attend pas. J'ai senti qu'on lui avait tiré dessus. Rien sur la scène de crime ne laissait supposer que le tueur s'était servi d'une arme à feu. Il n'y avait pas de cartouche vide, pas de projection de sang, rien de ce genre. Je n'ai pas réfuté cette hypothèse, car je prends toutes les hypothèses au sérieux, mais j'étais sceptique. J'ai dit, après lui avoir tiré dessus, le tueur l'a mis dans sa camionnette et il est parti par les routes 72 et 42. Elle a dit, j'entends de l'eau couler. Je vois une tombe peu profonde. Il y a du bois autour. Je vois une clôture en bois. J'ai visualisé John Bryan Park.
John Bryan Park se trouve dans le quartier où vivait James. En fait, il habitait juste en face. Je lui ai dit aussi qu'il y avait une voiture bleue en rapport avec le meurtre. Elle a dit, elle ressemble à une coccinelle. Ce n'est pas une Volkswagen, mais il y a quelque chose de rond dans le coffre. Et elle a ajouté, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Savage se met au travail. J'ai de nouveau convoqué James pour un interrogatoire. Je lui ai demandé ce qu'il avait comme voiture. Il a répondu qu'il possédait une petite voiture rouge. Mais en raison d'un accident récent, il conduit en ce moment la voiture de sa mère. J'ai dit d'accord. De quelle couleur est-elle? Bleu. Carol a vu une voiture bleue avec quelque chose d'important dans le coffre. Je me suis dit, super. Allons-y, vérifions une fois pour toutes, voyons ça de plus près. Alors j'ai examiné le véhicule. Je lui ai dit, ça ne vous dérange pas d'ouvrir le coffre, je peux y jeter un coup d'œil? Alors il ouvre le coffre et je vois une petite goutte de sang de la taille d'une gomme au bout d'un crayon. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça semblait logique. Il a dit que ça venait peut-être des hamburgers ou de la viande. J'ai appelé un de nos techniciens. Il a prélevé un échantillon et les premières analyses ont révélé que c'était le sang de Greg. Pour Savage, le suspect numéro 1 est James Keel. Il consulte de nouveau la médium Carol Kirkpatrick. Dan Savage m'a confié qu'il craignait de l'arrêter. Si par hasard ce n'était pas lui le coupable, sa vie allait être gâchée. Moi, j'étais absolument sûre qu'il était coupable. J'ai dit à Dan, vous devriez retourner l'interroger. Dan Savage interroge de nouveau Keel tout en observant ses réactions pendant que les policiers fouillent sa maison. Nous voulions le mettre dans une situation de stress, lui faire savoir que nous étions là, que nous cherchions des éléments et voir si son comportement changeait. Did it bother you that Greg was dating your ex? No, not all that much. I mean, it's just, she was no longer interested in me, so I said, well, hey, man, go for it. And he's like, sure, so I did. Il n'a pratiquement pas bronché, il est resté très calme. La fouille ne donne rien. Le lendemain, Keel se soumet au détecteur de mensonges. Le résultat était peu concluant. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas déterminer si le sujet ment ou s'il dit la vérité. Il cache peut-être quelque chose, mais ça ne suffit pas à conclure catégoriquement qu'il ment. Et Keel s'engage à se soumettre à un nouvel examen 10 jours plus tard. Pendant ce temps, Savage demande à la médium Carol Kirkpatrick de venir à Xenia. Il espère qu'en étant sur place, elle pourra le conduire jusqu'au corps de Greg. Carol guide l'enquêteur le long de la route que, selon elle, le tueur aurait empruntée après le meurtre. Et elle m'a guidé jusqu'à la zone de Clifton, c'est-à-dire là où se trouvait John Bryan Park et où habitait James. Dans ses visions antérieures, Carol a vu un cours d'eau. Nous avons sillonné beaucoup de routes dans tous les sens, jusqu'à ce que je retrouve le son que j'avais entendu dans ma tête. Carol conduit Savage jusqu'à la rue où habite James Keel. Elle ne m'a pas simplement guidé jusqu'à cette zone, elle m'a conduit jusqu'à environ 100 mètres de chez James. C'était excellent. Et j'ai dit, chaque fois que nous contournons ce pâté de maison, j'ai l'impression de contourner son corps.
Ça m'a conforté parce qu'elle m'apportait la confirmation que j'étais sur la bonne piste, alors que personne ne lui avait donné l'information. Savage garde le suspect à l'œil. Chaque fois que je rentrais de mon travail ou de quelque part, je m'arrangeais pour le croiser, histoire qu'il sache bien que j'étais toujours là. Et un jour, par hasard, nous nous sommes retrouvés côte à côte à un stop. Je me suis penché et je lui ai fait signe. « Bonjour, je suis là. » Il n'était pas très réceptif. On voyait bien que ça l'embêtait de me trouver sans cesse sur son chemin. Il est parti de son côté, moi du mien. L'ironie, c'est que c'était la veille du jour où il devait repasser le test du détecteur de mensonges. Pour Keel, la pression devient insupportable. Le lendemain, il ne se présente pas au rendez-vous. Il est introuvable. Je savais qu'on tenait quelque chose parce qu'il s'est défilé. Ça ne me dérangeait pas trop, parce que ça signifiait que pour lui, c'était le début de la fin. Et j'étais content. Nul ne sait où est parti Keel. Mais d'une façon ou d'une autre, les policiers doivent le retrouver. Le suspect James Keel est en fuite. En interrogeant ses parents, l'enquêteur Dan Savage prend un pari risqué. Sa mère était le genre de personne qui croyait aux médiums. Ma démarche était plutôt osée parce qu'elle aurait pu mal tourner. Je lui ai dit, nous avons consulté une médium et elle est sûre que James est impliqué. À ce moment-là, je me dis que les parents vont forcément commencer à se demander qu'a fait notre fille. La pression monte autour de l'enquête. C'était ma première affaire. J'éprouvais une certaine anxiété. Je n'endormais plus la nuit. L'enquête durait depuis un mois. Et on n'avait pratiquement aucune information. Pas de preuves. Et on était à court de pistes. Je n'aime pas les enquêtes non résolues. Mais un appel téléphonique va changer le cours des événements. La sœur de Donald informe les policiers que son neveu Jeff en sait peut-être plus qu'il ne le dit. Elle explique que plusieurs mois avant le double homicide, Jeff est venu les voir, son mari et elle, avec une curieuse requête. Il voulait leur emprunter 50 000 $. L'oncle et la tante de Jeff avaient beaucoup d'argent et Jeff le savait. Il leur a demandé de lui prêter 50 000 $. La raison de ce prêt est plus étrange encore. Jeff affirme qu'il est impliqué dans une mission clandestine auprès de la CIA. Il a infiltré un réseau de trafiquants d'armes avec qui il fait du troc de diamants et autres matières rares. Mais en 1998, il a eu un gros problème. Il s'est trouvé à court de 20 000 $ qui avaient disparu quelque part. Il les avait remboursés, mais il lui manquait 50 000 $ pour compléter la somme. Et s'il ne payait pas, ces gens-là allaient le tuer. L'oncle et la tante de Jeff ne croient pas à cette histoire à dormir debout. Ils refusent de lui prêter l'argent. Jeff se tourne alors vers ses parents. Papa et maman, qui aimaient leur fils et voulaient le protéger, lui ont prêté l'argent. La première chose qu'on a cherché à savoir, c'est pourquoi il voulait cet argent. Nous n'avions pas suffisamment d'éléments pour être autorisés à perquisitionner dans ces dossiers. On a donc essayé de l'amener à coopérer le plus possible. On s'est débrouillé pour lui réclamer des documents sans qu'il se doute qu'on enquêtait sur lui. Les enquêteurs envoient à Janet DeVardo et à son frère des formulaires de demande d'informations exhaustifs allant de leur compte bancaire à des questions d'ordre personnel. Janet DeVardo a rempli et m'a renvoyé ces formulaires. Jeff, en revanche, m'a appelé plusieurs fois pour me demander pourquoi on voulait savoir ceci ou cela. Et quand il les a renvoyés, il avait rayé tout ce qui concernait sa situation financière ou ses comptes bancaires.
Ça a renforcé nos soupçons à son égard. On a alors voulu en savoir plus sur sa personnalité, ses amis, son travail. Et on a commencé à se renseigner sur lui. Jeff travaille dans une entreprise d'ingénierie. En questionnant ses collègues, les enquêteurs obtiennent des opinions mitigées. Certains le décrivent comme un homme chaleureux et cordial qui parle souvent avec affection de ses 2 fils adoptifs. D'autres évoquent son dévouement pour sa petite fille atteinte d'un cancer. Les enquêteurs se demandent s'ils ne font pas fausse route. À un détail près. C'était un menteur pathologique. Jeff n'a pas d'enfant adoptif et sa fille n'est pas malade. Il mentait à propos de sa fille, il mentait à propos de la CIA ou de l'agence gouvernementale pour laquelle il prétendait travailler et à propos de ses fils adoptifs. Jeff apparaissait comme le suspect numéro 1 dans cette affaire. On a fini par le convoquer pour le faire passer au détecteur de mensonges. Êtes-vous impliqué dans la mort de vos parents? Avez-vous tué vos parents? Il a répondu à toutes ces questions et le test donnait des résultats mensongers à 99,9%. Il mentait. Les enquêteurs lui font part de leurs soupçons. Il ne le croit pas. Quand on l'a accusé d'avoir tué ses parents, il a dit « Je n'ai pas tué de parents ». Il n'a pas dit « Je n'ai pas tué mes parents ». Mais je n'ai pas tué 2 parents, ce qui semblait indiquer du ressentiment à leur égard. L'opérateur du détecteur de mensonges l'a remarqué immédiatement. Il ne se conduisait pas comme un fils éploré qui veut aider les enquêteurs, mais comme un suspect, un homme qui avait tué ses parents. Mais Jeff DeVardo a un alibi. L'entreprise où il travaille est équipée d'un dispositif de sécurité. Les employés doivent utiliser une clé électronique pour entrer et sortir du bureau. À chaque réunion, ils doivent également signer une feuille de présence. Or, le jour du double meurtre, la signature de Jeff figure au registre. Peut-être a-t-il pris l'avion pour Nice après la réunion. Les enquêteurs épluchent les listes de passagers des compagnies aériennes, mais ne trouvent rien. Ils sont dans l'impasse. Tout le désignait comme l'auteur, mais on ne disposait pas d'indices ou d'éléments suffisants pour aller plus loin. On était allé au bout de ce qu'on pouvait faire et on était à court de pistes. Une seule personne est en mesure de les sortir de l'impasse. J'ai appelé Carl Stein, qui était enquêteur chez nous. Il m'a parlé d'une médium qu'il avait aidée dans une précédente affaire. Il avait une grande confiance en elle et il me la recommandait. Corey m'a dit qu'il allait voir cette médium. Nous avions déjà abordé ce sujet dans le passé et pour ma part, je n'y crois pas. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Vous savez, je suis sceptique à l'égard des médiums, comme la plupart des gens. Mais je n'avais rien à perdre. Plus d'1 mois après le double meurtre, l'enquêteur Paulich, accompagné de Carl Stein, s'envole pour la Californie où il doit aller voir Kay Ray. Stein m'a appelé et m'a demandé ma collaboration parce que j'avais déjà travaillé avec lui sur d'autres affaires. Je lui ai dit plusieurs fois, « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir dès le début? J'aurais pu vous aider tout de suite. » Certaines médiums ont besoin de toucher un vêtement ou un objet ayant appartenu à la victime, ou de regarder des photos. Kay ne travaille pas comme ça. Elle voit des choses, comme un film qui se déroule dans sa tête, ou des flashs qu'elle reçoit. Et elle pose des questions. Ils me disent ce qu'ils savent, puis je leur dis ce que je sais. Et on rassemble le tout pour voir ce que ça donne. C'est un peu comme reconstruire un puzzle ensemble. J'ai visualisé la mère et le père morts. Ils se trouvaient dans des pièces différentes. L'agression était d'une grande brutalité. Je sentais toute sa fureur. Kay se focalise immédiatement sur Jeff, le fils de DeVardo. Ils m'ont donné la liste des enfants et le fils m'a immédiatement sauté aux yeux. Il leur avait menti.
Quand elle tente de visualiser où se trouve le couteau, elle ne voit que de l'eau. Il y a un grand lac dans notre comté.